Ma femme m'a appelé à 13h30 un samedi après-midi pour me dire de tenir ma langue, et j'ai répondu, c'est compris. Parce que cela fait 27 ans que je me tais et que je suis devenu un expert en la matière. Ce soir, tu te joindras à la famille de la fiancée de mon frère pour le dîner, mais surtout, reste discret. Pourquoi donc? Son père est juge, le juge Castan. C'est un homme extrêmement respecté et influent. Ludovic essaie de faire bonne impression et je ne veux pas que tu commences à parler de gestion locative ou de cet immeuble sur lequel tu travaillais le mois dernier. Contente-toi d'être là, de manger, de sourire et ne nous fais pas honte comme tu en as l'habitude. C'est compris. Je suis sérieuse, Cédric. C'est crucial pour Ludovic. Les Castans ont le bras long. Ce dîner pourrait propulser sa carrière. Ne gâche pas tout. J'ai répondu, c'est entendu, Laurence. Et porte ton blazer bleu marine, pas ton polo. Le blazer. Et ne mentionne pas ta camionnette. Personne ne veut t'entendre parler de ton utilitaire. Pas un mot sur le véhicule. Et n'oublie pas de. Laurence, je serai là. Je mangerai mon entrecôte. Je sourirai. Je ne parlerai ni de gestion immobilière, ni de ma camionnette, ni d'aucun bâtiment dans lequel j'ai un jour mis les pieds. Je serai invisible. Je suis très doué pour être invisible, tu le sais bien. Elle a marqué une pause, car elle le savait parfaitement. Laurence Proust, née Mercier, est mariée avec moi depuis 18 ans, et durant ces 18 années, elle m'a présenté à environ 200 réceptions mondaines en disant « Voici mon mari, Cédric. Il travaille dans la gestion de patrimoine immobilier. » Elle le disait avec la même inflexion de voix que l'on utiliserait pour présenter un meuble quelconque qui se trouvait déjà dans la pièce. Et à chaque fois, je la laissais faire. Parce que cette présentation était techniquement exacte. Je travaille effectivement dans l'immobilier. Je gère des biens. 67, pour être précis. Répartis sur 3 régions et valant environ 440 millions d'euros. Mais Laurence l'ignore. Personne au dîner de ce soir ne le sait. Personne dans ma vie ne le sait, à l'exception de ma mère et de l'homme à qui j'ai racheté le tribunal en 2019 pour 14 millions d'euros, avant de le rénover avec mes propres fonds. Un homme nommé le juge Ambroise Castan. Et ce soir, le juge Ambroise Castan sera assis à la même table que moi. Mais avant de vous parler de ce dîner, du toast, du silence et de la question qui a transformé l'homme le plus invisible de la table en la seule personne que tout le monde regardait, je dois vous dire qui je suis. Les 2 versions de moi-même. Car il y a 2 Cédric Meunier et ils cohabitent dans le même corps depuis 27 ans, et ce soir est le moment où ils vont enfin se rencontrer en public. Je m'appelle Cédric Meunier. Je suis né en 1973 à Corbeil-Essonnes, au sud de Paris. C'est une partie de la banlieue que les brochures touristiques ignorent car il n'y a ni château prestigieux, ni haras, ni aucune raison pour quelqu'un de riche de s'y arrêter. Mon père, Victor Meunier, était agent d'entretien dans un lycée public. Ma mère, Solange, était cantinière dans le même établissement. Ensemble, ils gagnaient environ 28 000 euros par an, ce qui, à l'époque, suffisait pour payer les factures et remplir le réfrigérateur. Mais pas assez pour effacer l'inquiétude dans les yeux de ma mère quand venait le mois de septembre et que la liste des fournitures scolaires était plus longue que le solde du compte bancaire. J'ai grandi en regardant mes parents être invisibles. Pas ignorés, invisibles. Il y a une différence. Être ignoré signifie que les gens vous voient mais choisissent de ne pas interagir avec vous. Être invisible signifie que les gens regardent à travers vous, comme on regarde à travers une vitre pour admirer la vue de l'autre côté. Mon père nettoyait des sols sur lesquels des centaines de personnes marchaient chaque jour, et pas une seule ne connaissait son nom. Ma mère servait le déjeuner à des enfants qui disaient « merci » à la nourriture, et non à la femme qui tenait le plateau. J'ai appris quelque chose en observant cela. J'ai appris que le monde classe les gens en 2 catégories. Ceux que l'on voit, et ceux qui fournissent la surface sur laquelle les premiers se tiennent debout. Mes parents étaient la surface, le sol, le plateau de la cantine, et les gens qui se tenaient sur eux ne baissaient jamais les yeux. J'ai décidé, à l'âge de 15 ans, alors que je regardais mon père lustrer le sol d'un gymnase à 22h un vendredi soir pendant que les parents de l'équipe de basket étaient dans les gradins sans même le remarquer, que je ne serais jamais pauvre. Et j'ai décidé autre chose. Quelque chose que la plupart des gens qui échappent à la pauvreté ne décident pas, car la première chose que font les gens quand ils gagnent de l'argent est de s'assurer que tout le monde le sache. J'ai décidé que je serais invisible par choix.
Pas par humilité. Mais parce que je voulais savoir. Je voulais savoir qui étaient réellement les gens autour de moi, pas ce qu'ils jouaient devant les riches, mais qui ils étaient quand ils pensaient que personne d'important ne les regardait. Je voulais savoir si le monde traiterait Cédric Meunier de la même manière qu'il avait traité Victor Meunier. Et la seule façon de le savoir était de ne jamais montrer l'argent. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je suis allé travailler. À 18 ans, j'ai trouvé un emploi de technicien de maintenance immobilière pour une société de location à Melun. Je réparais des robinets qui fuyaient, je remplaçais des vitres brisées, je rebouchais des cloisons. Je gagnais le SMIC. J'étais doué parce que j'étais le fils de mon père. Le fils d'un homme qui réparait les choses, qui les entretenait, qui comprenait que chaque bâtiment est un système et que chaque système a besoin de quelqu'un qui y prête attention. À 22 ans, j'avais économisé 18 000 €. À 25 ans, en 1998, j'ai acheté mon premier bien. Un petit immeuble de 2 appartements dans un quartier populaire pour 62 000 €. J'ai apporté 15 000 €. J'ai tout rénové moi-même. Chaque week-end, chaque soir après le travail pendant 4 mois. J'ai loué les 2 unités. Les revenus locatifs couvraient le prêt et me laissaient 400 € de profit par mois. 400 € par mois. C'était la graine. Et je l'ai plantée avec la patience d'un homme qui comprend que la façon la plus rapide de bâtir une fortune est de le faire lentement. En 2000, j'avais 4 propriétés. En 2005, 12. Je n'achetais pas des châteaux. J'achetais des immeubles de rapport, des petits immeubles de bureaux, des locaux commerciaux modestes dans des quartiers sous-évalués parce que les experts de l'immobilier ne se donnaient pas la peine de regarder là où les résidents ressemblaient à mes parents. Moi, je regardais. J'ai vu ce qui arrivait avant que le marché ne s'en rende compte, parce que j'avais passé mon enfance dans ces endroits que l'argent finit par découvrir, et j'en connaissais les signes. En 2005, j'ai créé ma première société écran, une SCI nommée Val de Seine Immobilier. Puis Patrimoine, puis Monument Gestion. Puis 11 autres au cours des 15 années suivantes. Chaque société possédait une partie du portefeuille. Mon nom n'apparaissait sur aucun document public. En France, l'actionnariat d'une société peut être discret si l'on structure bien ses holdings. Mon siège social était un cabinet d'avocats à Paris qui gérait toutes mes formalités et ne divulguait jamais mon identité. En 2010, j'avais 30 propriétés. En 2015, 50. En 2020, 62. En 2025, aujourd'hui, 67 propriétés à travers la région parisienne et le centre de la France. Des tours de bureaux, des centres commerciaux, des complexes mixtes et un tribunal. Valeur totale du portefeuille, environ 440 millions €. Revenu net annuel, environ 28 millions €. Patrimoine personnel, 440 millions € après déduction des dettes, car je ne supporte pas les dettes inutiles. Parce que mon père m'a appris que la dette est un plancher qui ne vous appartient pas et qu'un jour, quelqu'un peut le retirer sous vos pieds. Je vis dans une maison à Boulogne-Billancourt. Une maison de ville de 4 chambres valant 680 000 €, détenue par une SCI, achetée comptant sans hypothèque. Je conduis un vieux Peugeot 3008 de 2017 qui affiche 150 000 km au compteur. Je porte des chinos et des chemises achetées en promotion. Je déjeune dans une petite brasserie sur les quais où le menu du jour coûte 16 € et où la serveuse m'appelle par mon prénom. Je vaux 440 millions € et personne ne le sait. Sauf ma mère. Solange Meunier, 76 ans, vit toujours à Corbeil-Essonnes dans la maison où j'ai grandi. Elle le sait parce que les mères savent tout. Elle a remarqué la maison payée cash, l'absence totale de stress financier, et la façon dont je signe des chèques pour sa paroisse et son association de quartier sans sourciller. Elle m'a demandé une fois, en 2014, « Cédric, combien d'argent as-tu réellement ?» Assez. Assez pour être à l'aise ou assez pour cacher quelque chose? Les deux. Elle m'a regardé comme les mères regardent les fils qui gardent des secrets. Pas avec suspicion, mais avec l'inquiétude particulière d'une femme qui sait que les secrets ont un poids et que le poids finit par briser les choses. Est-ce que Laurence le sait? Non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir qui elle est sans cela. Et tu le sais maintenant? Je le sais. Et alors? Et savoir n'est pas forcément une bonne chose, maman, mais c'est utile. Maintenant, laissez-moi vous parler du dîner.
car c'est lors de ce dîner que 27 ans d'invisibilité ont pris fin en environ 90 secondes, et cette fin n'était pas du tout prévue. Le Grand Hôtel, dans le centre de Paris. L'un des plus beaux restaurants de la capitale. Des colonnes de marbre, des plafonds peints. Le genre de grandeur construite au XIXe siècle qui fait se sentir important tous ceux qui y entrent. La réservation était pour 19h30, 8 personnes. J'ai garé ma Peugeot entre la BMW série 7 de Ludovic et une Mercedes qui, je supposais, appartenait au Castan. Le voiturier a regardé mon véhicule avec la confusion polie d'un homme payé pour garer des voitures de luxe et qui n'est pas sûr que la mienne mérite sa place. Bonsoir monsieur. Vous venez pour une réservation? Dîner pour la famille Proust. Bien sûr, monsieur. Je suis entré dans le restaurant. Blazer marine, comme ordonné. Pantalon beige. Une chemise blanche que Laurence avait repassée car elle ne me faisait pas confiance pour le faire sans plis, ce qui était vrai. Je suis incapable de repasser une chemise correctement. Je peux rénover un tribunal de 14 millions d'euros, mais je ne sais pas repasser. Et c'est ce genre d'information que ma femme utilise pour évaluer mes compétences. La table était ronde. 8 sièges. Laurence avait organisé le plan de table. Elle fait cela à chaque dîner parce qu'elle sait que l'endroit où l'on s'assoit détermine qui nous entend. Et elle a passé 18 ans à s'assurer que je sois entendu par le moins de gens possible. J'étais assis entre Roselyne Castan, la femme du juge, 66 ans, cheveux argentés et perles au cou. Le genre de femme mariée au pouvoir depuis si longtemps qu'elle en dégage naturellement. Et Grégoire Castan, le frère de Sibylle, 35 ans. Un chirurgien orthopédiste qui avait l'assurance tranquille d'un homme qui répare des os pour gagner sa vie et qui n'a jamais réparé un robinet de sa vie, et ne le fera jamais. À l'autre bout de la table, le juge Castan, face à Ludovic, le côté du pouvoir. Le côté où se déroulent les conversations que le reste de la table est censé écouter et admirer sans y prendre part. Laurence m'a présenté avec sa formule habituelle, « Voici mon mari, Cédric. Il travaille dans la gestion immobilière. » Elle l'a dit comme elle le dit toujours. Rapidement. Avec une intonation descendante sur « gestion immobilière », comme on prononce le nom d'un restaurant que l'on ne recommande pas. Bref, plat, on passe à autre chose. Le juge Castan était à l'autre extrémité. Il ne m'avait pas encore regardé. Il était en pleine conversation avec Ludovic sur les taux d'intérêt et le développement économique, ce cocktail particulier de sujets que les banquiers ambitieux utilisent pour impressionner les juges influents. Je me suis assis, j'ai mangé, j'ai souri. Je n'ai pas parlé de gestion immobilière. Je n'ai pas parlé de ma camionnette. Je n'ai parlé d'aucun bâtiment, ce qui était difficile puisque j'en possédais 67 et que j'en avais rénové la plupart personnellement. J'étais invisible, comme Laurence le souhaitait. Comme je m'y étais exercé pendant 27 ans. Les entrées sont arrivées. J'ai pris le tartare de bar. C'était excellent. 28 € pour une portion de la taille d'un palais de hockey. C'est le genre d'économie qui ne fait sens que dans les restaurants où la valeur ajoutée n'est pas la nourriture, mais le sentiment d'être quelqu'un qui peut se permettre de ne pas regarder le prix. Le plat principal est arrivé. Un filet de bœuf pour moi. Laurence a pris le bar. Ludovic a pris le canard. Le juge Castan a pris l'agneau. La conversation coulait autour de moi comme l'eau coule autour d'un rocher. De manière fluide, naturelle, sans que l'eau ne reconnaisse jamais la présence du rocher. Grégoire m'a posé une seule question pendant tout le plat principal, « Alors Cédric, quel genre de bien gérez-vous » Du résidentiel et du commercial. Divers emplacements. À Paris ? Principalement. D'accord. D'accord, qui sonnait comme une petite tape condescendante sur la tête. Puis Grégoire s'est tourné vers Sibylle et ne m'a plus adressé la parole. Laurence m'a jeté un regard furtif pendant le repas. Un regard qui signifiait « bien. Tu restes silencieux. Continue comme ça. » J'ai continué. J'ai mangé ma viande. J'ai bu mon eau. J'ai observé la table comme j'observe les pièces depuis 27 ans, cataloguant les comportements, notant les hiérarchies, mesurant l'écart entre ce que les gens projettent et ce qu'ils sont vraiment. Ludovic jouait la comédie pour le juge. Laurence jouait la comédie pour les Castans. Grégoire jouait le désintérêt, car les chirurgiens jouent le désintérêt comme les professeurs jouent l'intelligence. Automatiquement,
sans même se demander si c'est approprié. Et puis, il y a eu le toast. Les assiettes ont été débarrassées. Les cartes des desserts distribuées. Ludovic s'est levé, un verre de vin à la main. L'atmosphère a changé. 8 personnes se sont tournées vers l'homme au centre, la position naturelle de Ludovic est celle qu'il avait préparée toute la soirée. Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir. Ce dîner est une question de famille. L'ancienne et la nouvelle famille qui se réunissent. Sibylle et moi sommes impatients de nous marier, et rencontrer ses parents a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Juge Castan, Roselyne, merci d'avoir élevé la femme que je vais épouser. J'ai hâte de faire partie de la famille Castan. Applaudissements. Sincère. Ludovic est doué pour ça. Cette fluidité. Cette sincérité qui est soit réelle, soit parfaitement manufacturée, selon votre degré de connaissance du personnage. Puis le juge Castan s'est levé. Son tour. Il a pris son verre et a fait le tour de la table, une habitude qu'il avait gardée de ses années au tribunal. Les juges marchent quand ils parlent. C'est ainsi qu'ils occupent l'espace. Il est passé derrière Ludovic. Ludovic, bienvenue dans la famille. Il est passé derrière Sibylle. Ma chérie, je suis fier de toi. Il est passé derrière Laurence. Laurence, merci d'être parmi nous. Il est passé derrière Grégoire. Mon fils. Il est passé derrière Roselyne. Mon amour. Et puis il est arrivé à ma hauteur. Il s'est arrêté. Comme un disque qui s'arrête brusquement quand le saphir rencontre une rayure. Sa marche a cessé. Le sourire social, le sourire de politicien, le sourire de juge, ce sourire conçu pour mettre tout le monde à l'aise, s'est effacé. Il me regardait. Pas comme on regarde un étranger. Mais comme on regarde quelqu'un que l'on reconnaît dans un contexte qui n'a aucun sens. Comme si vous entriez dans une boulangerie et que vous voyez le Premier ministre en train de servir les clients. Bonjour, a-t-il dit. Sa voix avait changé. Pas plus forte, mais plus prudente. La voix d'un homme conscient que ce qu'il va dire va bouleverser la table. Je suis surpris de vous voir ici. La table est devenue silencieuse. Pas progressivement, mais instantanément. Comme une pièce qui se tait quand la personne la plus importante change de direction sans prévenir. J'ai regardé le juge Castan. Il m'a regardé. Et j'ai vu la question se former sur son visage avant même qu'il ne la pose. La question d'un homme sincèrement et profondément confus par l'écart entre ce qu'il sait de moi et la façon dont la table me traite. Est-ce qu'ils savent qui vous êtes réellement? Un silence de mort. 8 personnes. Pas un bruit de cuillère à dessert. Pas un mouvement de verre. La question flottait au centre de la table comme une grenade que personne n'osait toucher. Le visage de Laurence est passé par 3 étapes en environ 4 secondes. La confusion, pourquoi le juge parle-t-il à Cédric? L'alarme, qui il est réellement? Cédric a-t-il des ennuis? La terreur, qu'est-ce que mon mari me cache? Ambroise, ai-je dit. En utilisant son prénom. La table a tressailli. Le simple gestionnaire immobilier appelant le juge par son prénom. Une autre faille dans le récit. Je ne pense pas que ce soit le moment ce soir. Cédric, vous êtes assis au bout de cette table, traité comme un invité arrivé par accident. Votre femme vous a présenté comme un simple gestionnaire. Votre beau-frère vous a placé à côté de ma femme parce que c'est le siège le plus éloigné de la conversation principale. Pourtant, j'ai été assis face à vous dans mon bureau, dans le bâtiment qui vous appartient, pour discuter d'une rénovation de 14 millions d'euros que vous avez financée personnellement. Je ne vais pas rester ici à prétendre que je ne sais pas qui vous êtes. 14 millions. Le chiffre est tombé sur la table comme une brique à travers une vitre. Le bâtiment qui lui appartient, a murmuré Laurence. Sa voix était frêle. La voix d'une femme qui reçoit une information qu'elle ne peut pas traiter. Le juge Castan a regardé Laurence, puis moi, puis Laurence à nouveau. Il affichait l'expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il a révélé ce qu'il croyait être de notoriété publique, alors que c'était en fait le secret le mieux gardé de la table. Vous ne savez pas, a-t-il dit, non pas à moi, mais à Laurence. Vous ne savez pas qui est votre mari? Il n'est pas un simple employé de gestion. Madame Meunier, votre mari est le propriétaire unique de Meunier Holding,
une société d'investissement immobilier privé opérant à travers 14 filiales. Son portefeuille comprend 67 immeubles commerciaux. Il a racheté le tribunal de grande instance, le bâtiment où je préside depuis 28 ans, par le biais de sa société Monument Gestion en 2019. Il a personnellement financé la rénovation de 14 millions d'euros de cet édifice. Je le sais parce que j'étais assis en face de lui dans mes appartements pendant les travaux pour discuter des spécificités de ma propre salle d'audience avec l'homme qui payait la facture. Il a balayé la table du regard. Ludovic avait le visage de la couleur de la nappe. Grégoire ne jouait plus le désintérêt. Sibylle avait les yeux écarquillés. Roselyne observait la scène avec le calme olympien d'une femme mariée à un magistrat depuis 40 ans, habituée au verdict, mais jamais à un comme celui-ci. L'homme que vous avez placé au bout de la table, a poursuivi le juge Castan, la voix basse mais empreinte de 28 ans d'autorité judiciaire, est l'un des plus grands détenteurs privés d'immobilier de cette région. Et vous l'avez présenté comme un petit gestionnaire de biens. Plus personne ne respirait dans la pièce. On entendait les bruits de la cuisine à travers la porte de service. Le son des assiettes que l'on empilait de l'eau qui coule. La bande-son banale d'un restaurant qui continue de tourner tandis qu'à 3 mètres de là, une structure familiale était en train de s'effondrer. Laurence me fixait. Son regard n'était pas unique, c'était une séquence. La confusion a laissé place au calcul. Puis a laissé place à quelque chose que je n'avais pas vu sur son visage en 18 ans de mariage, la peur. Pas la peur de moi. La peur de ce qu'elle avait fait. La peur de chaque dîner, de chaque présentation, de chaque fois où elle avait écrasé sa voix sur les mots « gestion immobilière », pour s'éloigner de moi comme on s'éloigne d'une tache sur un vêtement. Cédric. Sa voix était à peine audible. Est-ce que c'est vrai? J'ai regardé ma femme. La femme que j'avais épousée en 2007. La femme qui avait repassé ma chemise ce soir parce qu'elle ne me faisait pas confiance. La femme qui m'avait appelé à 13h30 pour me dire de me taire parce que le juge Castan était trop important pour que je risque de l'embarrasser. Tu m'as dit de tenir ma langue, ai-je répondu, alors je l'ai tenue. Cédric, comment est-ce possible? Tu gagnes 68 000 euros par an. Tu conduis une vieille Peugeot. Je conduis une Peugeot parce que j'aime cette Peugeot. Je porte des chinos parce que je suis à l'aise dedans. Je vis de cette façon parce que c'est ainsi que je choisis de vivre. Les 68 000 euros sont le salaire que je me verse depuis l'une de mes 14 sociétés. C'est le montant qui maintient la vie que tu vois. La vie que tu ne vois pas, les 67 immeubles, le portefeuille de 440 millions d'euros et les 28 millions de revenus annuels, tout cela existe dans la partie de notre mariage que tu n'as jamais pris la peine de regarder. Je n'ai jamais regardé, Cédric, parce que tu me l'as caché. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai structuré. Chaque propriété est dans une SCI. Chaque SCI est gérée de façon discrète. Mon nom n'apparaît pas publiquement parce que c'est ainsi que fonctionne l'investissement immobilier privé de haut niveau. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais posé de questions. En 18 ans, Laurence, tu ne m'as jamais interrogé sur mes finances au-delà du budget mensuel de la maison. Tu n'as jamais demandé à voir une déclaration d'impôt. Tu n'as jamais demandé comment nous pouvions posséder une maison à Boulogne sans hypothèque. Tu n'as jamais demandé pourquoi nous n'avions aucune dette. Tu as accepté la surface parce que la surface confirmait ce que tu croyais déjà, que j'étais un homme qui gère des immeubles et qui ne vaut pas la peine qu'on s'en vante. La table était figée. Ludovic regardait son assiette. Sibylle regardait son père. Grégoire me fixait avec l'expression d'un homme qui réévalue fondamentalement tout ce qu'il pensait comprendre de son voisin. Le juge Castan a repris la parole, doucement. Je vous présente mes excuses, Cédric. Je ne savais pas que votre famille ignorait tout de vos affaires. J'ai supposé que tout le monde était au courant. Dans mon expérience, les hommes avec un tel patrimoine ne sont pas habitués à rester aussi discrets. Mon père était agent d'entretien, Ambroise. Il a lavé des sols pendant 31 ans et personne ne connaissait son nom. Ma mère a servi des repas que des centaines d'enfants mangeaient chaque jour sans jamais dire merci. J'ai grandi en voyant des gens invisibles fournir les services sur lesquels les gens visibles se pavanent. Et quand j'ai commencé à bâtir ma fortune, j'ai fait un choix. Le même choix que mon père n'a jamais eu. J'ai choisi d'être invisible. Pas par honte, mais parce que je voulais savoir qui étaient réellement les gens quand ils pensaient que je n'étais personne. J'ai regardé Laurence. Et j'ai fini par savoir.
Laurence s'est levée. Sa chaise a grincé sur le sol. Le bruit du bois sur le marbre, sec, définitif. Elle est sortie de la salle à manger, a traversé le hall. Je ne sais pas si elle est allée aux toilettes, au parking ou au bar. Je sais qu'elle a quitté la table parce que l'alternative était de rester assise là alors que le poids de 18 ans de honte mal placée s'abattait sur ses épaules devant le juge. Le chirurgien et le beau-frère qui venaient tous d'apprendre que l'homme au bout de la table était la personne la plus puissante de la pièce. Le juge Castan s'est rassis. Le dîner, en tant qu'événement social, était terminé. Ce qu'il en restait n'était que débris. Des desserts à moitié mangés, des verres de vin pleins, ce silence particulier qui suit une détonation. Ludovic a parlé le premier. Cédric, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, Ludovic. Tu as été cohérent. Tu m'as traité exactement de la même manière depuis que je te connais. Poliment, avec condescendance, avec cette courtoisie que tu réserves aux gens que tu considères comme inférieurs à toi, tout en restant civil. C'est une information utile. Je l'apprécie. Je n'ai pas voulu. Tu n'as rien voulu du tout. C'est précisément le problème. Tu n'y as pas pensé. Tu m'as placé au bout de la table sans réfléchir. Tu m'as coupé la parole sans réfléchir. Tu as passé 20 ans à me côtoyer et tu ne m'as jamais posé une seule question qui nécessite une réponse de fond. Ce n'est pas de la méchanceté, Ludovic. C'est de l'indifférence. Et l'indifférence est pire que la méchanceté, car la méchanceté nécessite au moins l'effort de remarquer quelqu'un. Sibylle, la fiancée de Ludovic, la femme dont le père venait de faire exploser la soirée, a tendu la main et a touché le bras de Ludovic. Pas pour le réconforter, mais pour l'avertir. Le geste qui dit « tais-toi maintenant ». Le juge Castan et moi avons échangé un regard. Le regard de deux hommes qui ont déjà partagé des moments sérieux, dans son bureau, à discuter de la sécurité du tribunal et des besoins spécifiques d'un lieu où la justice est rendue. Dans ces pièces-là, nous étions égaux. Dans cette salle-ci, la table nous avait disposés comme inégaux, et le juge avait simplement refusé d'accepter cet arrangement. « Je suis désolé que cela se soit passé ainsi », a-t-il dit. « Ne le soyez pas. J'attends quelque chose de ce genre depuis 27 ans. Je ne savais juste pas que le catalyseur serait un dîner avec le père de la fiancée de mon beau-frère. La vie a un sens de l'humour particulier. La vie a surtout le sens du timing. L'humour est facultatif. » Roselyne, la femme du juge, s'est penchée vers moi. Elle était restée silencieuse tout le dîner, ce que je comprenais maintenant non pas comme du désintérêt, mais comme de l'observation. Elle avait observé la table comme j'observe les pièces, cataloguant, notant, mesurant. « Monsieur Meunier, a-t-elle dit, j'ai une question. Je vous écoute. Pourquoi avoir épousé une femme que vous étiez en train de tester ? » La question m'a frappé de plein fouet. Pas de détour, pas de politesse superflue. La question d'une femme qui est mariée à un juge depuis 4 décennies et qui a appris à poser la question qui va droit au cœur du problème. Je n'ai pas épousé un sujet d'expérience, Madame Castan. J'ai épousé une femme que j'aimais. Le test est venu après, pas par dessein, mais par défaut. Quand vous cachez votre fortune et que votre femme commence à vous traiter selon ce qu'elle pense que vous valez, vous n'avez pas besoin de concevoir une expérience. L'expérience se conçoit d'elle-même. Chaque dîner, chaque présentation, chaque îlet dans la gestion immobilière, chacun de ces moments était une donnée. Et sur 18 ans, ces données ont formé un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Et que vous a dit ce schéma ? Que la femme que j'ai épousée accorde plus de valeur à l'apparence du succès qu'à la substance du caractère. Quelle honte de l'homme qu'elle pense que je suis. Et que cette honte n'est pas à propos de moi. Elle est à propos d'elle. Elle concerne ce qu'elle a besoin que les autres voient quand ils regardent sa vie. Cela doit être bien solitaire. C'est l'expérience la plus solitaire que j'ai jamais menée. J'ai retrouvé Laurence dans le hall de l'hôtel. Elle était assise dans un large fauteuil, fixant son téléphone sans le voir. Cédric. Laurence. 440 millions d'euros. Oui. Pendant 18 ans. Pendant 27 ans. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Et tu m'as laissé. Je t'ai laissé être toi-même sans l'influence des chiffres. Je voulais savoir qui était Laurence Proust quand elle pensait être mariée à un homme qui gagnait 68 000 euros par an. Et j'ai découvert.
Que as-tu découvert? Que tu as honte de moi. Que tu as eu honte de moi durant la majeure partie de notre mariage. Que tu me présentais comme on présente une valise que l'on a oublié de mettre en soute. Que tu me disais de me taire lors des dîners parce que ma voix, ma vraie voix, exprimant mes vraies pensées, était une gêne pour toi. Cédric, ce n'est pas, Laurence, à 13h30 cet après-midi, tu m'as appelé pour me dire de ne pas t'embarrasser. Ce sont tes mots. Ne nous fais pas honte comme tu en as l'habitude. Tu as dit des versions de cette phrase pendant des années. La seule chose qui a changé ce soir, c'est que quelqu'un à table connaissait la vérité et l'a dit à voix haute. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Si tu vaux tout cet argent, pourquoi m'avoir laissé avoir honte de toi pendant 18 ans? Parce que la honte est la tienne, Laurence, pas la mienne. Je n'ai pas honte de ma Peugeot. Je n'ai pas honte de mes chinos. Je n'ai pas honte d'être présenté comme un gestionnaire immobilier car je suis un gestionnaire immobilier. Je gère 67 biens et je le fais bien. La honte que tu portes concerne ce que les autres pensent de toi parce que tu es marié avec moi. Et cette honte existait avant l'argent, indépendamment de l'argent, et elle aurait existé même si je t'avais dit la vérité le soir de notre mariage. Parce que la honte ne concerne pas ma valeur nette. Elle concerne ton besoin d'être perçu comme quelqu'un qui a bien marié. Et dans ta définition, un homme qui porte des vêtements simples, conduit un utilitaire et ne joue pas au succès lors des dîners ne sera jamais considéré comme un bon parti. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Assise dans ce fauteuil luxueux du Grand Hôtel, un bâtiment construit par des hommes qui croyaient que l'apparence de la richesse était la richesse elle-même. Et elle apprenait, de la pire des manières, dans le cadre le plus public possible, que l'homme qu'elle cachait depuis 18 ans était la seule personne à cette table dont elle aurait dû s'enorgueillir. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. C'est la chose la plus honnête que je t'ai dite ce soir qui n'implique pas un chiffre. Est-ce qu'on peut réparer ça? Je ne sais pas non plus. Je sais que je t'aime. Je sais que cet amour a porté un poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Et je sais que ce soir a changé quelque chose qui ne pourra jamais être inchangé. L'argent n'a pas d'importance pour moi, Cédric. L'argent n'a jamais eu d'importance pour moi non plus, Laurence. C'est ce que j'ai essayé de te montrer pendant 18 ans, et tu ne l'as jamais vu parce que tu étais trop occupé à avoir honte de l'homme qui ne le montrait pas. 3 mois ont passé. Nous sommes en janvier 2026. Notre mariage est en thérapie, ni résolu, ni divorcé, dans cet entre-deux messianique, douloureux et honnête qui existe entre la révélation et la résolution. Laurence est en colère, pas contre l'argent, mais contre la tromperie, qu'elle appelle une trahison, et que j'appelle une expérience, et que notre conseiller conjugal appelle un échec de vulnérabilité mutuelle. Les 3 descriptions sont exactes. Aucune n'est complète. Laurence m'a demandé en thérapie pourquoi je ne lui avais pas fait confiance. C'est une question juste. Et ma réponse parce que j'avais besoin de savoir qui elle était sans cela est honnête, mais incomplète. La réponse complète, que je n'ai pas encore osé dire à voix haute, est que j'avais peur. Peur que si Laurence savait pour l'argent, elle devienne quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui jouerait l'amour pour le style de vie plutôt que de le ressentir pour l'homme. Et la tragédie est qu'en cachant l'argent, je ne lui ai jamais donné la chance de me prouver que j'avais tort. J'ai supposé le pire et j'ai construit un système pour le confirmer. Le système a fonctionné. L'hypothèse a tenu bon. Et maintenant, je ne saurais jamais si elle aurait tenu si je lui avais fait confiance dès le début. C'est le prix de l'expérience. Pas le dîner, pas l'embarras, mais ce doute permanent, irréversible, de ne pas savoir si la femme que j'ai épousée aurait été différente si j'avais été honnête avec elle dès le départ. Ludovic ne m'a pas adressé la parole depuis le dîner. Ses fiançailles avec Sybille Castan se poursuivent. Le mariage est prévu pour juin. Je n'ai pas été invité, ce que je comprends. J'ai fait exploser son dîner de fiançailles, même si ce n'est pas moi qui ai allumé la mèche. Le juge Castan et moi déjeunons ensemble une fois par mois. Nous nous retrouvons dans une brasserie populaire, pas au Grand Hôtel, parce que nous préférons tous les deux les brasseries, ce que l'on découvre quand on arrête de jouer la comédie et qu'on commence à manger. Il est devenu, de manière inattendue, la personne la plus proche d'un ami qui connaisse les 2 versions de moi. Regrettez-vous l'expérience, m'a-t-il demandé la semaine dernière devant un croque-monsieur. Je regrette la solitude. L'expérience en elle-même m'a dit la vérité. Et la vérité est utile. Est-ce que l'utile est synonyme de bon? Non, mais c'est tout ce que j'ai.
Cédric, puis-je vous dire quelque chose? Je vous en prie. Je suis juge depuis 28 ans. J'ai vu des gens mentir sous serment, cacher des actifs lors de divorce, falsifier des documents et tromper leurs proches. Dans tous ces cas, la personne qui cachait quelque chose croyait se protéger. Mais elle était toujours, à chaque fois, en train de punir la personne à qui elle cachait la vérité. Vous avez caché votre fortune à Laurence parce que vous vouliez savoir qui elle était, mais vous lui avez aussi refusé la chance d'être celle qu'elle aurait pu être avec la vérité. Et ce n'est pas une expérience, Cédric. C'est une condamnation. J'ai regardé le juge, l'homme qui siège dans mon tribunal, dans une salle que j'ai rénovée, rendant la justice avec l'autorité de celui qui a passé sa vie à décider de ce qui est juste. Vous dites que j'ai condamné ma propre femme. Je dis que vous lui avez fait passer un test dont elle ignorait l'existence, et que vous l'avez jugé pour avoir échoué. Et maintenant, vous purgez tous les deux votre peine. Il a raison. Je sais qu'il a raison. L'expérience n'était pas neutre. Cacher l'argent n'était pas un acte passif. C'était un choix actif, quotidien, de retenir une information qui aurait changé la dynamique de pouvoir de mon mariage. J'ai choisi d'être invisible parce que je voulais des données. Et ces données ont coûté un mariage qui aurait pu être meilleur si j'avais été assez courageux pour être visible. J'ai 52 ans. Je possède 67 immeubles. Je vaux 440 millions d'euros. Je conduis une vieille Peugeot. Je mange des croque-monsieur dans des brasseries. Et je suis assis dans le bureau d'un conseiller tous les mardis après-midi avec une femme qui essaie de décider si elle doit aimer la version de moi qu'elle vient de rencontrer, ou mépriser la version de moi qui s'est cachée pendant 18 ans. Ma mère m'a appelé la semaine dernière. Solange Meunier, 76 ans, Corbeil-Essonnes, la seule personne qui connaissait la vérité depuis le début. Comment va Laurence? Elle est en colère. Contre toi. Contre nous deux. Contre moi pour avoir caché la vérité. Contre elle-même pour ne pas l'avoir vue. Cédric, je t'avais dit il y a 20 ans que ce secret finirait par te coûter cher. Tu avais raison. J'ai toujours raison. Je n'ai juste pas 440 millions d'euros pour le prouver. Maman, je suis sérieux. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire, mon fils. Tu l'as fait avec les mains de ton père et la patience de ta mère. Mais tu l'as caché parce que tu avais peur d'être vu. Et avoir peur d'être vu, c'est juste être invisible par exprès. Ton père n'a pas choisi d'être invisible. On l'a rendu invisible. Toi, tu as pris ce qu'on lui a fait subir et tu te le laisses infliger à toi-même. Et maintenant, tu l'infliges à ton mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Tu arrêtes de te cacher. Tu la laisses te voir, tout entier. La Peugeot, les 440 millions, et ce petit garçon de Corbeil qui lavait les sols avec son papa et qui a décidé qu'on ne regarderait plus jamais à travers lui. Laisse-la voir ce garçon, parce que ce garçon a plus de valeur que 67 immeubles. Et si elle ne peut pas aimer ce garçon, alors elle ne peut pas t'aimer toi. Et tu le sauras pour de vrai cette fois. Pas parce que tu as caché quelque chose, mais parce que tu as tout montré. Elle a raison. Ma mère a toujours raison. Je n'ai pas encore tout montré, mais je commence. Une conversation à la fois. Une séance de thérapie le mardi à la fois. Un dîner à la fois où je ne joue pas l'invisibilité et où elle ne joue pas la honte. Et où nous nous asseyons tous les deux à la table comme les personnes que nous sommes réellement. C'est lent. C'est douloureux. C'est la rénovation la plus difficile que j'ai jamais entreprise. Plus dur que le tribunal. Plus dur que n'importe quel bâtiment de mon portefeuille. Parce que le bâtiment que je rénove actuellement est un mariage. Et les mariages n'ont pas de plan d'architecte. Ils n'ont que deux personnes, une table, et la volonté d'arrêter de jouer un rôle pour commencer à construire. Le juge m'a dit quelque chose lors de notre dernier déjeuner, les bâtiments les plus solides ne sont pas ceux qui ne se fissurent jamais. Ce sont ceux qui se fissurent et que l'on répare. C'est la réparation qui fait leur force. Je suis en train de réparer. Je ne sais pas si la structure tiendra, mais je sais une chose. L'homme au bout de la table n'est plus invisible. Il a été vu. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si le monde sait qui est Cédric Meunier. La question est de savoir si Cédric Meunier peut vivre dans la lumière après avoir passé 27 ans à choisir l'obscurité. J'essaie. C'est tout ce que j'ai pour le moment. J'essaie. Je n'ai pas raconté cette histoire pour être applaudi.
Je l'ai raconté parce que quelque part, un homme est assis au bout d'une table, tenant sa langue, se demandant si les gens autour de lui le traiteraient différemment s'ils savaient. Et quelque part, une femme présente son mari avec une voix qui s'efface sur l'intitulé de son poste, sans réaliser que l'homme qu'elle efface est celui qu'elle devrait mettre en avant.